sont réelles. Alors tout d'abord, voilà quelques petites images pour illustrer, puisqu'on considère aujourd'hui que l'addiction alimentaire pourrait être à la fois une addiction aux substances et finalement recréer les mêmes, avoir des similitudes avec ce que l'on peut voir pour l'addiction à l'alcool, l'addiction à l'héroïne, l'addiction à la cocaïne, ou alors est-ce que c'est une addiction tout simplement comportementale? On va voir que finalement, il va y avoir les deux types d'addictions. À la fois, ça va être aux substances, parce qu'on va voir que ce n'est pas tous les aliments qu'on peut être addict, et à la fois comportementale, parce qu'il s'agit aussi d'un comportement. Donc en fait, d'abord, pour addiction et addiction, il faut savoir que les addictions à la nourriture, il y a eu un bond qu'on voit à partir de l'année 2008. C'est-à-dire que là, on compare en noir, c'est les addictions alimentaires à partir du moment duquel on a parlé des addictions alimentaires. Et là, en blanc, ici, là, les ronds blancs, c'est la courbe pour le tabac. Et on voit que c'est simplement à partir de 2008 où on commence à parler d'addiction alimentaire. Donc il faut savoir que c'est vrai que certains sont contre les addictions alimentaires. Pourquoi? Parce que si addiction, il y a vraiment une véritable addiction, il se pourrait que toutes les publicités, justement, la question sur les publicités qu'on voit à la télévision, que ce soit pour le Nutella, pour le Petit Prince, pour tous les gâteaux pour les enfants, du coup, s'il y a danger à consommer de tels produits, est-ce qu'il faut continuer à faire ce type de publicité ou pas? C'est la question que certains pourraient se poser au niveau de la santé publique. Ce qui a été le cas pour le tabac, puisque pour les plus vieux d'entre nous, je ne sais pas s'ils se souviennent, mais il y avait des publicités pro-tabac de consommation de Marlboro il y a quelques années quand on allait au cinéma. Or aujourd'hui, il n'y a absolument plus ce type de publicité. Au contraire, sur les paquets de cigarettes, il y a plutôt marqué « fumez-tu ». Donc c'est une question que l'on peut se poser. Et on va donc justement dire qu'effectivement c'est assez controversé, pourtant elles existent. Pourquoi c'est controversé? Parce que ça dépend de ce qu'on nomme addiction. C'est vrai que l'addiction n'est pas, si vous voulez, c'est pas si simple que ça de définir une addiction. Certains parlent de dépendance, d'autres d'addiction. Nous, on va parler d'addiction en termes généraux, pour définir la dépendance, mais il se peut qu'il y ait une nuance très fine que certains addictologues mettent. C'est-à-dire que pour certains, l'addiction serait plus significative, plus importante qu'une dépendance, parce qu'elle aurait des conséquences beaucoup plus nocives, si vous voulez, au niveau du comportement. C'est-à-dire que les personnes feraient le comportement, consommeraient la substance, et auraient des conséquences nocives de cette consommation, mais qu'on le continuerait quand même. C'est ce qu'on appellerait l'addiction. Que la dépendance, ça serait quelque chose d'un peu plus faible, si je puis dire, en tous les cas, sur une échelle, si on devait évaluer cela sur une échelle. On va voir que, finalement, il y a des similitudes avec les addictions donc, aux substances. On va voir quelles sont ces similitudes. Parce qu'évidemment, pour dire qu'il y avait addiction aux substances, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont comparé ce qui se passait au niveau des addictions aux substances et ils ont transposé ça à la nourriture. Ils ont essayé de voir est-ce qu'il y a des similitudes ou est-ce qu'il n'y en a pas. Donc, évidemment, c'est ce que je vous disais, à la fois on va voir que c'est une addiction aux substances. Pourquoi? Parce qu'on va être addict à ce qu'on appelle des aliments palatables. Alors, c'est quoi un aliment palatable? C'est tout simplement un aliment qui est riche en goût. Et généralement, les aliments qui sont riches en goût, c'est quoi? C'est des aliments hypercaloriques, c'est des aliments riches en graisse, c'est des aliments riches en sucre, riches en sel, etc. C'est-à-dire, je vous donne un exemple, effectivement, on a une échelle qui s'appelle Yale Food Addiction Scale, qui a été traduite en français pour mesurer les addictions alimentaires. Et si vous voulez, quand on demande pour savoir si une personne est addicte ou pas, donc c'est un auto-questionnaire, vous vous imaginez, je vous donne une échelle, vous allez coter et on va regarder si, au niveau du comportement, vous êtes addict ou pas. C'est-à-dire qu'on va vous poser la question, est-ce que vous avez besoin de consommer plus de nourriture et combien de fois par mois, par semaine ou par jour? Alors, si c'est jamais, voilà, on peut dire que vous n'êtes pas addict. Si c'est 4 fois par jour, vous répondez par exemple à des items que vous consommez plus que vous ne l'auriez voulu, mais 4 fois par jour, effectivement, c'est pas pareil qu'une fois de temps en temps. Et donc là, on code comme ça, mais évidemment, après, on demande sur quel type d'aliments les personnes auraient tendance à avoir ce type de comportement et à consommer plus de nourriture qu'ils auraient voulu au départ. Il se passe quoi? C'est que généralement, ce sont pour les aliments palatables, c'est-à-dire, c'est jamais pour le brocoli vapeur, c'est jamais pour les haricots verts, c'est jamais pour ce genre de choses, c'est rare, en tout cas, c'est préférentiellement pour les hamburgers, le chocolat, les viennoiseries, les cookies et ce type d'aliments. D'où le fait qu'on ait dit que oui, il y a une addiction aux substances parce que ce n'est pas finalement tous les aliments. Alors si ça avait été que comportemental,
On pourrait se dire la personne adopte ce comportement, quel que soit le type d'aliment qui lui est présenté pour n'importe quel type d'aliment. Non, c'est pour certains types d'aliments. Donc, ce qu'on va voir effectivement aussi, c'est qu'on va avoir des individus qui vont être plus vulnérables que d'autres. Déjà, il faut savoir qu'au niveau des addictions, il y a une vulnérabilité. C'est-à-dire tout le monde ne va pas entrer en addiction. Il y a certains facteurs de vulnérabilité, ça peut être des facteurs génétiques, ça peut être des facteurs environnementaux, ça peut être d'autres types de facteurs, des facteurs aussi de traits de personnalité. Les personnes qui ont des traits de personnalité d'impulsivité, de recherche de nouveautés, vont être plus vulnérables à une entrée en addiction qu'une personne qui va vouloir éviter le danger. Donc, évidemment, il y a cela. Il y a aussi le fait que certains troubles psychiatriques, si vous voulez, sont corrélés finalement aux addictions alimentaires. C'est-à-dire, si on fait une étude entre les personnes qui sont atteintes, on cote, on leur fait passer l'échelle, on se rend compte qu'elles ont une addiction alimentaire, on remarque que chez ces personnes-là, il y a plus de personnes dépressives, il y a plus de personnes avec troubles d'anxiété. Donc, si vous voulez, il y a une corrélation entre les deux. Et évidemment, on va le voir vice-versa. Donc, des personnes qui ont des troubles psychiatriques vont peut-être avoir plus de risques, en tous les cas, de rentrer en addiction alimentaire. Alors, pas qu'en addiction alimentaire, ça peut être un autre type d'addiction, mais les addictions alimentaires en font partie. Il y a aussi, évidemment, donc, les patients obèses. Alors, on verra, c'est pas que l'obésité s'explique simplement par une addiction alimentaire, c'est pas ça, puisque l'obésité, on va le voir, c'est multifactoriel. Et il y a beaucoup de causes à l'obésité. En plus, on ne parle pas d'une obésité, mais des obésités. Mais ce qui est sûr, évidemment, c'est que ces personnes-là ont tendance à se suralimenter, d'où leur prise de poids. Si elles se suralimentent, généralement, c'est par des aliments plutôt palatants, c'est-à-dire riches en graisse, j'allais dire même parfois des aliments industrialisés, ces problèmes de la consommation de produits industriels. Il va se passer quoi? Évidemment, elles vont prendre du poids, donc elles vont devenir obèses, ça peut les conduire au diabète. Donc des personnes, à la fois, on va le voir, obèses, peuvent avoir des addictions alimentaires, et les personnes qui ont des addictions alimentaires peuvent devenir obèses. Et évidemment, les anomalies cérébrales. Évidemment, dans les mécanismes d'addiction, il y a évidemment tout ce qui est neurologique qui est impliqué. Et on va le voir ensemble, il y a libération, quand on prend du plaisir à faire quelque chose, c'est logique, il y a libération de dopamine. Sauf que cette dopamine, donc c'est un neurotransmetteur, c'est une hormone qui est dans votre cerveau, qui va, si vous voulez, être libérée. Libérée pour pouvoir faire son action, et c'est ce qui se passe lorsque vous éprouvez du plaisir. Vous allez au restaurant avec des amis, votre dopamine est libérée. Vous prenez du plaisir aujourd'hui à venir ici, votre dopamine est libérée, malgré le changement d'heure. Vous prenez du plaisir, donc voilà, votre dopamine est libérée. Mais il y a une balance qui se fait pour réguler cette libération de dopamine et faire en sorte qu'ensuite ça revienne à la normale et qu'il n'y ait pas surstimulation de ce système. Lorsqu'il y a addiction, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir surstimulation de ce système, une libération trop importante de dopamine qui va avoir du mal à être gérée, d'où votre système nerveux va s'adapter. Ce qui peut se passer, effectivement, c'est que il se peut qu'il y ait des anomalies cérébrales. Il y a des personnes qui naissent avec des anomalies cérébrales. En cours du développement de votre cerveau, il peut se former des anomalies qui feraient que ces personnes seraient vulnérables parce que déjà à la base, au niveau cérébral, elles ont des anomalies. Donc si vous voulez, la prise en charge de la dopamine, ce qui devrait se passer normalement, ne se fera pas correctement en raison de ces anomalies. Donc elles auront peut-être, et on va le voir, c'est ce qui est le cas pour les patients obèses, plus tendance à consommer pour éprouver le même plaisir que quelqu'un d'autre, parce que ce sera dû à une des anomalies cérébrales. Donc là, je vous ai mis un schéma. Alors, je ne sais pas si vous voyez beaucoup, parce qu'avec la lumière, mais effectivement, c'est des facteurs associés à l'addiction à l'alimentation. Donc, c'est ce que je vous disais, évidemment, c'est bidirectionnel. Alors, pas pour tout, on est bien d'accord, il y a tout ce qui est facteur individuel, c'est ce que je vous disais, la personnalité, la faible estime de soi, ce genre de choses qui va être lié aux addictions à l'alimentation. Et inversement, une personne qui va être addict à l'alimentation et qui va peut-être prendre du poids va pouvoir aussi avoir une faible estime de soi et compenser, si vous voulez, comme un cercle vicieux, continuer la consommation d'aliments. Vous avez aussi toutes les variables biologiques et physiologiques. Donc c'est ce que je disais, neurobiologique, c'est ce dont je viens de vous parler avec les systèmes de récompense, donc effectivement impliqués, tout ce qui est neurologique, il peut y avoir des modifications ou non. Il y a évidemment le cas de l'obésité, l'indice de masse corporelle élevé. Effectivement, les personnes qui sont obèses vont généralement se suralimenter et être addictes à ce type de nourriture. Et évidemment, les personnes qui sont addictes à la nourriture risquent de devenir
donc obèse dû au fait qu'elle se suralimente. Il y a aussi, c'est bon pour tout le monde ? Il y a aussi l'environnement, donc des antécédents, des traumatismes physiques et ou sexuels, tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, on sait que dans les vulnérabilités à l'addiction, il y a tout ce qui a pu se passer auparavant chez les facteurs individuels, mais les facteurs environnementaux. C'est-à-dire les personnes qui ont été abusées étant enfants, les personnes qui ont subi des deuils, etc., finalement peuvent entrer en addiction. On le voit, c'est connu, par exemple les personnes qui deviennent addictes à l'alcool, c'est des personnes qui parfois ont été licenciées de leur travail, ont perdu leur femme, et de ce fait-là, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont ensuite devenir addictes, si vous voulez, à ce type de consommation. Donc là, c'est exactement pareil. Évidemment, on y vient, la consommation de produits industriels, on le sait aujourd'hui que c'est quand même assez mauvais, puisque tout ce qu'on trouve comme produits industriels, donc vous allez au supermarché, il n'y a qu'à voir les étiquettes, sont riches en graisse, sont riches en sucre et sont riches en sel, ce qui rend généralement addict, et eux mettent ce type de produit pour rendre meilleur le produit, sinon il serait fade, et de ce fait-là, ça peut conduire aussi à des addictions. Donc là, je vous ai remis déjà qu'est-ce qu'on entend par addiction. C'est quoi les critères d'addiction? Donc il y a les critères de Goodman qui ont été développés en 1990. Et évidemment, vous avez un manuel de psychiatrie qui s'appelle le DSM-4, aujourd'hui on en est au DSM-5, qui répertorie tous les critères diagnostiques. Et à ce moment-là, le médecin regarde si vos côtés, vous êtes diagnostiqué, évidemment, en tant qu'ayant une addiction. Alors évidemment, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, c'est pas tout le monde qui peut, en ayant un bouquin, dire à ses amis, tu es addict ou pas, parce qu'évidemment, il y a quand même un entretien clinique qui compte pour beaucoup, mais effectivement, il y a des critères. Pourquoi? Parce qu'il a bien fallu, si vous voulez, que tout le monde soit sur la même base et que les psychiatres puissent, si vous voulez, dire quels sont les critères pour pouvoir avoir des symptômes. C'est comme tout type de maladie organique, finalement, c'est exactement pareil. Ben là, c'est quoi? C'est une impossibilité à résister, à s'engager dans le comportement, donc à consommer. On ne peut pas résister. C'est une réelle tension interne. Tant qu'on n'a pas fait le comportement, consommer la substance, on se sent mal. Et on va consommer la substance ou faire le comportement pour prendre du plaisir, mais aussi pour soulager les tensions internes. On va se sentir mieux, sinon on est en tension interne. Ensuite, il y a ce qu'on appelle surtout la perte de contrôle, c'est-à-dire qu'on est dans la perte de contrôle totale, on est incapable de contrôler notre comportement. Et effectivement, on a des préoccupations fréquentes, c'est-à-dire on pense mon comportement, on est là à planifier les prochaines prises, à savoir pour l'alimentation, à savoir ce qui va être pris, comment est-ce qu'on va faire le repas, etc. Mais on est vraiment préoccupé par le comportement au point de ne plus se préoccuper d'autre chose. On a un engagement plus long que prévu, donc généralement, on va le voir si c'est pour la nourriture, on va manger plus longtemps que prévu et beaucoup plus que prévu. Si c'est pour des addictions plus comportementales, par exemple, on parle parfois des réseaux sociaux, vous pensez rester une demi-heure sur votre Facebook, au lieu de cela, vous y restez 3 heures. Ensuite, c'est pareil, il y a des efforts répétés pour réduire, c'est-à-dire que les personnes vont essayer de réduire leur comportement, mais elles ne vont pas y arriver. Elles sont dans l'incapacité de réduire malgré les efforts mis en place. Le temps considérable, réduction des activités, et ça c'est surtout important, sociales, professionnelles, familiales, dues au comportement. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont moins sortir. Les personnes qui vont devenir addictes à quelque chose vont refuser de sortir avec leurs amis, vont parfois se tirer chez elles, etc. Vont ne plus finalement se rendre au travail, en tous les cas ne plus réaliser finalement leur activité sociale professionnelle. Il faut savoir que ça peut aller dans certains types d'addictions jusqu'à une mère qui oublie de nourrir son enfant. Ça va jusque-là, c'est-à-dire que réduction des activités professionnelles, réduction des activités familiales, du fait du comportement. On est omnibilé par le comportement. Pour faire le comportement, on ne fait plus ce que l'on devrait faire. Donc là, ça a un réel impact dans la vie quotidienne. Et c'est là où est le problème. C'est pas tant parfois d'être dépendant, vous allez me dire, parce que parfois on est plus dépendant, manger du chocolat, tout ce que vous voulez. Le problème, c'est que là, on est dépendant au fait que ça entache la vie de tous les jours. Et que, effectivement, si vous n'êtes plus susceptible de pouvoir honorer des obligations professionnelles ou familiales, et bien ça peut se solder par un divorce, ça peut se solder par un renvoi auprès de votre patron, qui, si vous ne rendez pas le travail dans les temps, une fois, 2 fois, 3 fois ça passe, au bout de la 4e, vous êtes licencié. Donc, poursuite aussi, malgré les problèmes sociaux, financiers et physiques, ça dépend du type d'addiction, on va voir que ça va engendrer
Donc des problèmes sociaux parce que vous allez vous prendre, entre guillemets, la tête avec votre entourage, qui va vous faire remarquer, mais vous allez très mal prendre la réflexion qu'on va vous faire. Financier, donc pour la nourriture, ça se voit moins, mais dans d'autres types d'addiction, effectivement, si c'est au jeu, etc., ça peut causer ce type de problème. Évidemment physique, ça se voit surtout, effectivement, aussi pour l'addiction à l'alimentation, où il va y avoir des conséquences sur votre vie organique, des conséquences sur votre corps, et notamment, par exemple, là, ça s'appelle le diabète. Mais effectivement, ça peut être, si on prend l'alcool, ça peut être une stéatose hépatique, ça peut être une cirrhose, etc., etc. Et évidemment, il y a aussi, donc, on poursuit le comportement, et si on ne peut pas faire comportement, on est agité ou irritable, c'est-à-dire que si on ne vous donne pas votre dose, vous devenez quand même fortement désagréable et assez agité. Et évidemment, ce qu'on appelle la tolérance marquée, c'est-à-dire que pour éprouver le même plaisir ou pour soulager les tensions internes que vous allez augmenter les doses. Parce que pourquoi est-ce que vous allez augmenter les doses? Parce que votre système nerveux se sera adapté à votre consommation, à cette libération massive de dopamine, qui sera trop importante par rapport à la base. Du fait, votre système nerveux, évidemment, s'adapte. Et parce qu'il s'adapte, vous allez devoir réaugmenter les doses pour pouvoir reproduire cette libération massive de dopamine, sinon vous n'allez plus ressentir les mêmes effets. Donc ça, c'est pour les critères d'addiction, tout court, tout type d'addiction. Donc les symptômes au niveau des addictions, donc si vous voulez, alimentaires, quand ils ont fait passer le test, donc l'échelle dont je vous ai parlé, 96% des personnes se disaient dans l'incapacité d'arrêter. 44% donc des interrogés, des personnes, là imaginez vous voulez passer l'échelle, et vous êtes 96% si vous répondez positive à l'addiction, à me dire on est dans l'incapacité d'arrêter notre addiction. 44% continuaient malgré les conséquences négatives, et 36% disaient augmenter les doses pour sentir le même plaisir. Donc c'est énorme, et c'est parce qu'il n'y a que, entre guillemets, 36% que certains ont dit que certains chercheurs disaient finalement c'est peut-être pas aux substances qu'on est addict. Pourquoi? Parce qu'ils disaient que normalement quand il y a une tolérance, on augmente au fur et à mesure les doses. Sauf que pour la nourriture, au bout d'un moment, vous n'augmentez plus les doses. Pourquoi? Parce que ce qui va se passer, c'est que ça vous rend malade. Imaginez, vous ouvrez votre boîte de chocolat, vous finissez votre boîte de chocolat, la fois d'après, vous commencez avec votre boîte de chocolat, mais vous n'allez pas en manger deux. Alors c'est pas possible parce qu'au bout d'un moment, il y a un effet contraire qui se passe, qui fait que vous n'êtes pas bien, vous êtes malade, donc ça s'arrête. Donc c'est pour ça que certains ont dit c'est peut-être pas aux substances. Mais pourtant, on va le voir, il y a tellement de similitudes que c'est quand même aux substances, et en plus, ça met en jeu les mêmes mécanismes neurobiologiques. Donc déjà, similitudes avec les substances, qu'est-ce qu'ils ont regardé? D'abord, pareil, désir de consommer. L'amorçage, c'est le fait, si vous voulez, d'amorcer la prise. L'appétit vient en mangeant. C'est pareil pour une drogue, donc c'est ce qu'on appelle l'amorçage. Le craving, l'envie, cette espèce d'appétence qu'on va avoir, cette envie de consommer. La tolérance, on va le voir. Le sevrage, il y a des symptômes de sevrage à l'addiction alimentaire. Les personnes qui ne peuvent pas avoir leur comportement et réaliser leur comportement, vont avoir, on va aller voir lesquels, des symptômes de sevrage. La frénésie, c'est le fait de manger de manière frénétique, de consommer, si vous voulez, de manière un petit peu compulsive. La recherche du produit et la poursuite du comportement malgré les conséquences négatives. C'est-à-dire qu'on va le voir, une personne par exemple qui est alcoolique va continuer son comportement même si elle a une cirrhose ne peut pas s'arrêter. Une personne qui va être addicte à la nourriture, elle aura beau avoir du diabète, du cholestérol ou tout un type de pathologie, le médecin lui dira il va falloir arrêter le sucre. Le diabétique est capable de vous continuer à consommer les petits gâteaux parce que justement il ne peut pas entre guillemets s'en passer. Et évidemment, c'est ce que je vous disais, l'implication des mêmes mécanismes neurobiologiques que dans les substances, votre système de récompense, la dopamine, dont je viens de vous parler, mais aussi le système opioïde. Pourquoi? Parce que ce qui se passe, c'est que lorsqu'on a, si vous voulez, une consommation, le système opioïde, c'est les systèmes qui sont impliqués notamment dans les consommations parfois de morphine et tout ce qui est opiacé et antalgique, mais héroïne, c'est de la morphine. En fait, c'est à base de morphine. C'est pas, je vais dire, c'est la même molécule mère au départ. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on consomme un aliment palatable, riche en graisse, on va avoir libération d'endorphines, c'est-à-dire nos endorphines qui sont nos molécules internes, comme quand on fait du sport, il y a libération d'endorphines. Cette endorphine va venir se fixer sur les récepteurs aux opioïdes. Et ça procure un certain plaisir, et ça va aussi activer le système dopaminergique. D'où le fait qu'il y ait vraiment ces systèmes-là qui sont impliqués. Comme dans une substance, il va y avoir cette libération, donc, si vous voulez, d'endorphines. De fait, en plus, on sait que normalement le sucre se fixe même sur les récepteurs
opioïdes. Donc, les critères diagnostiques maintenant, si on les repère à l'alimentation, c'est-à-dire qu'évidemment, ils ont vu qu'il y avait des similitudes, et ils se sont dit, maintenant, on va transposer. C'est-à-dire, on va dire, ben voilà, ça c'est ce qui se passe avec les addictions, maintenant, aux substances, maintenant, on va transposer à la nourriture. La nourriture, la tolérance, ça se traduit comment? Ben, par l'augmentation des doses, hein, c'est ce que je vous disais, on commence par manger un chocolat dans la boîte, et puis on finit par manger toute la boîte. Au fur et à mesure du temps, donc on augmente les doses, même si à un moment donné il y a un effet plateau, on ne peut plus augmenter les doses, hein, puisque bah, vous savez, je pense que si vous faites une crise de foie ou à Noël, quand vous mangez trop de foie gras, trop de chocolat, généralement, après, pendant quelques jours, vous n'en pouvez plus, il n'est plus question d'y retoucher. Mais effectivement, il y a quand même une augmentation des doses, mais il y a aussi quelque chose d'important, c'est ce qu'on appelle la tolérance à la satiété. La satiété, c'est le phénomène qui se produit lorsque vous êtes en train de manger. Normalement, au bout d'un moment, vous arrivez à satiété, ce qui fait que vous allez arrêter de consommer les aliments, vous allez terminer votre repas. On sait, chez les personnes obèses, qu'il y a des problèmes de satiété, c'est-à-dire qu'elles arrivent que plus tard à satiété. Il y aurait des problèmes normalement hormonaux, notamment avec la leptine, qui est l'hormone anorexigène et qui est impliquée dans justement la satiété. Et eux, ils auraient un problème, c'est-à-dire que l'hormone ne serait pas efficace chez eux, ne passerait pas la barrière hémato-encéphalique, donc du cerveau n'irait pas parler aux neurones au niveau des zones cérébrales, n'irait pas parler aux neurones, ce qui fait que la satiété n'arriverait pas. En tous les cas, pas comme elle devrait. Donc, ce qui va se passer, évidemment, c'est que tolérance à la satiété, pourquoi? Qui est aussi dépendante, si vous voulez, de votre estomac. C'est-à-dire, quand vous mangez, vous avez une distension gastrique qui fait que, et cette distension gastrique, si vous voulez, les récepteurs qui vont réceptionner les aliments, les mécanorécepteurs vont se fixer et vont envoyer des informations au cerveau. Distension gastrique, c'est ce que vous ressentez lorsque vous avez trop mangé, vous dites « je suis repu », l'estomac vous descend. Ce qui va se passer, si vous voulez, c'est que, effectivement, cette tolérance à la satiété, il y a des gens qui arrivent plus ou moins vite à satiété, ce qu'on appelle appétit de petit moineau ou gros d'appétit, parce que ça dépend aussi du volume de l'estomac. Tolérance à la satiété, c'est que votre estomac risque d'augmenter, donc forcément, vous avez besoin de plus le remplir pour arriver à satiété par rapport à quelqu'un d'autre qui a un estomac peut-être un peu plus petit. Ensuite, le sevrage, ça va se passer comment? Eh bien, on va avoir finalement tout ce qui est mal-être, anxiété, état émotionnel négatif, des sensations physiques douloureuses et si arrête la consommation. Des personnes qui vont se sentir pas bien, déprimées, état émotionnel vraiment négatif, ce qu'on appelle un petit peu une dépression, des sensations physiques douloureuses, ça peut aller jusque-là, avec des réelles sensations physiques douloureuses. Évidemment, les gens vont prendre une plus grande quantité de nourriture et pendant des périodes plus longues. C'est-à-dire des personnes qui vont se resservir plusieurs fois d'un plat, même si elles n'ont pas faim. Alors je ne parle pas des personnes qui ont faim. Quand on a faim, il faut manger. Ce n'est pas mes étudiants qui ont tellement des diététiciennes qui pourra vous dire le contraire. Le problème, c'est le fait de faire la différence entre la réelle faim et cette envie de manger, le fait de se resservir même sans faim. C'est-à-dire que votre système homéostasique, votre système de régulation alimentaire, j'allais dire biologique, qui vous demande de vous nourrir parce que vous en avez besoin, finalement, là, vous n'avez pas besoin de vous nourrir, mais vous continuez à reprendre du plat. Vous en savez 2, 3, 4 fois, jusqu'à parfois finir le plat. Et évidemment, cette frénésie alimentaire peut s'étendre au départ pendant quelques minutes et ça peut aller jusqu'à plusieurs heures. Donc en plus, vous augmentez le temps de prise. La prise elle-même et le temps de prise. Et évidemment, la tentative de réduction de la prise alimentaire, donc éviter de trop manger ou éviter la consommation de certains aliments, mais l'impossibilité d'y arriver. C'est-à-dire que vous vous dites, non, je ne veux pas trop manger, puis finalement, à chaque fois, vous regrettez, vous continuez à vous resservir, etc. Ou vous dites, non, cet aliment, je n'en mange plus, je n'en veux plus, et finalement, vous continuez à reconsommer ce type d'aliment. Donc, ensuite, le temps excessif, évidemment, passé à la recherche, donc la préparation de nourriture à des fins d'utilisation, excusez-moi, pensée fréquente, planification des prises, et effectivement, repos et même endormissement après une prise excessive. Alors attention, évidemment, vous allez me dire, quand on fait un bon repas, parfois on se repose, on n'est pas bien, et on a un endormissement après un gros repas, notamment en période de fête. C'est logique, sauf que c'est ponctuel. Le problème, c'est que chez les personnes qui sont addictes, c'est pas ponctuel. Ça serait plutôt tous les jours. Ça pourrait être même 4 fois par jour ou 4 repas dans la journée. Donc c'est là où est le problème. C'est pas une fois de temps en temps ponctuel où on peut avoir des crises de fringales, de frénésie alimentaire. C'est logique parce qu'on a une mauvaise nouvelle, on n'est pas bien. Ça arrive. Le problème, c'est plutôt de savoir où on se situe au niveau de l'échelle de temps.
Donc, et surtout la réduction ou arrêt de certaines activités en raison de la consommation. C'est-à-dire que c'est des personnes qui vont passer moins de temps avec leurs amis, qui préfèrent rester tout seuls chez eux et manger. Donc on n'est plus dans le repas convivial, de dire on sort avec des amis, on se fait un bon repas au restaurant, mince on a trop mangé, je suis un peu malade, mais je me suis fait plaisir. Là c'est je mange même en cachette pour pas qu'on sache que j'ai ce type de frénésie alimentaire. Et en plus je vois moins mes amis parce que je préfère manger en cachette chez moi tout seul plutôt que sortir les voir et passer un agréable moment avec eux. Donc c'est là où ça engage déjà ça. Évidemment, continuer la consommation malgré des problèmes de surpoids, les maladies organiques et même les maladies psychologiques qui sont dues à la suralimentation. Puisqu'on sait qu'une personne qui se suralimente, et notamment dans certains types d'aliments riches en sucre, il y a un problème aussi ensuite peut-être de dépression, de mal-être qui peut se produire. Donc, au niveau des mécanismes cérébraux, c'est ce que je vous disais, il va y avoir plusieurs choses. D'abord, l'implication du système de récompense. Votre dopamine, votre hormone du plaisir, votre hormone, donc quand vous prenez du plaisir à faire quelque chose, elle est libérée. Et évidemment, il y a des changements neuronaux qui vont provoquer une recherche accrue des aliments, notamment palatable, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Votre système des opioïdes, donc il acide des aliments palatables, notamment le sucre, qui est libéré lorsqu'on consomme, vos endorphines naturelles sont libérées lorsqu'on consomme des aliments palatables, notamment sucrés. Évidemment, votre système sensoriel, tout ce qui est vue, odorat, goût, qui vont faire en sorte que ça va vous conduire effectivement au comportement, mais c'est des messages qui vont arriver à votre cerveau, donc évidemment, quand vous allez voir quelque chose que vous aimez, évidemment, on y est soumis tous les jours lorsqu'on fait une course au supermarché, ben, ça va nous donner envie, ça va amplifier probablement les addictions alimentaires ou la consommation de ce type de produits. Système de régulation évidemment de la prise alimentaire, parce que le problème de la prise alimentaire et des addictions alimentaires, c'est que par rapport à une type d'addiction, vous n'êtes pas obligé de boire de l'alcool, vous n'êtes pas obligé de fumer, vous n'êtes pas obligé de consommer de l'héroïne, ni de la cocaïne, ni tout ce que vous voulez. Ce n'est pas une obligation. La prise alimentaire, elle est obligatoire, parce que si demain vous ne vous nourrissez plus, vous mourrez. Et en fait, il y a toute une régulation nerveuse qui se fait pour réguler votre prise alimentaire, c'est le phénomène de faim et de satiété. Lorsque vous avez faim, vous avez un taux de glucose notamment qui va diminuer, donc ça va envoyer un message à votre cerveau en disant bah là, il va falloir se nourrir. Et vous allez devoir consommer des aliments. Au moment où vous allez consommer des aliments, effectivement, le phénomène de satiété doit se mettre en place pour arrêter votre prise alimentaire. Simplement, ce qui va se passer, c'est ce qu'on appelle les hormones anorexigènes et orexigènes, votre implication du système digestif. Quand vous consommez des aliments, si vous voulez, le bol alimentaire qui va progresser de la bouche, j'allais dire jusqu'à l'anus, envoie des messages au cerveau au fur et à mesure que les aliments progressent et votre estomac reçoit ces aliments. Mais aussi les hormones anorexigènes, donc c'est des hormones de satiété, plutôt la leptine, comme l'insuline, qui vont diminuer la prise alimentaire, et orexigènes, qui ont tendance à augmenter la prise alimentaire, que sont par exemple la gréline. Donc évidemment, il y a cette balance-là. Mais on va voir que c'est encore plus compliqué que ça, parce que la gréline, si vous voulez, le système dopaminergique de plaisir, qui vous permet de vous nourrir, parce qu'effectivement, vous y prenez du plaisir, mais c'est aussi le système qui est impliqué dans la motivation, à se nourrir, à faire un comportement. Si on vous coupe ce système dopaminergique, ça a été fait chez le rat dans les expérimentations, ce qui se passe, c'est que les rats sont morts parce qu'ils n'ont plus voulu se nourrir, ils n'ont plus motivés à se nourrir. Alors, ça ne marche pas que pour ça, mais effectivement, c'est le système d'apprentissage de motivation à effectuer un comportement. Ce qui va se passer, c'est que lorsqu'il y a libération de dopamine, la libération de dopamine va elle-même lever l'inhibition, si vous voulez, sur la gréline, sur les hormones orexigènes, pour qu'il y ait libération de gréline et pour qu'il y ait prise alimentaire. Et la gréline elle-même va venir à ce moment-là aussi, de manière bidirectionnelle, activer les neurones dopaminergiques. Donc si vous voulez, c'est pour ça que c'est très très compliqué, parce que vous avez besoin de vous nourrir, donc la balance est finalement très fine, et c'est pas si simple. Et pour la petite histoire, la leptine, qui est une hormone donc, qui a pour la satiété, anorexigène, ce qui va se passer, si on donne, ça a été donné chez le rat, si on donne de la leptine, ce qui s'est passé, c'est qu'on a remarqué une diminution de l'appétence pour les produits sucrés. Donc elle aussi va venir dialoguer avec votre système dopaminergique. Donc si vous voulez, c'est pas si simple que ça, parce que d'un côté, on a le système homéostasique, donc tout ce qui est prise alimentaire, satiété, faim, hormones, distension gastrique, et le système hédonique, qui permet effectivement d'être motivé à se nourrir, qui permet aussi, si vous voulez, de prendre du plaisir,
Et effectivement, ce qui peut se passer dans certains cas, notamment dans certaines pathologies, c'est que le système hédonique va s'emballer par rapport au système homéostasique. Et donc, du coup, on va être contraint, si vous voulez, on va être sous l'influence plus du système hédonique que du système homéostasique. Et évidemment, je vous l'ai mis là, l'action du contrôle cortical. Notre cortex, c'est ce qui nous permet de planifier un comportement. Lorsque vous avez faim, que vous allez au réfrigérateur récupérer un aliment, vous planifiez ceci, c'est votre cortex cortical. Ce cortex cortical, votre cortex, ici, préfrontal, permet l'inhibition de la prise alimentaire, permet d'inhiber la prise alimentaire, à un moment donné, de vous dire de manière réfléchie et raisonnée, j'arrête. Ben, ce qui se passe, c'est que, effectivement, on va le voir dans certains types de pathologies, notamment chez les personnes obèses, et bien peut-être que l'inhibition ne se ferait pas correctement, il y aurait des anomalies cérébrales, ou en tous les cas, une activation cérébrale qui serait différente, qui pourrait expliquer cette non-inhibition de prise alimentaire chez les personnes âgées. Alors là, on va parler justement d'hyperphagie boulimique. Alors, il faut savoir que c'est très compliqué en France, parce qu'en France, si vous voulez, on confond un peu les termes. En anglais, c'est vrai qu'ils ont le terme de binge eating disorder, qui est le terme finalement d'hyperphagie boulimique, et qui différencie de l'hyperphagia, qui est l'hyperphagie. Et effectivement, de temps en temps, on peut avoir des faits d'hyperphagie, c'est logique, on ne peut pas bien, etc. C'est ponctuel. L'hyperphagie boulimique, donc si vous voulez, c'est un peu plus compliqué. Déjà, à ce moment-là, on est sur l'addiction, si vous voulez, alimentaire au niveau du comportement. Donc on va le voir qu'il va y avoir des caractéristiques totalement dépendantes, similaires à celles des substances. Si on fait le point commun entre les addictions, l'addiction aux substances et les comportements d'hyperphagie boulimique, on va voir qu'on a le même type, si vous voulez, de caractéristiques. Déjà, là, il s'agit de manger même s'il n'y a pas besoin physiologique. Sans faim, vous mangez sans faim. Perte de contrôle durant les épisodes, avec l'incapacité d'arrêter la consommation, c'est-à-dire l'épisode peut durer plus longtemps, mais vous êtes dans l'incapacité d'arrêter la consommation. Ça, comme pour les substances. C'est ce que je vous disais, manger seul. Suite à une crise, on va se sentir déprimé, dégoûté par soi-même, c'est-à-dire que les personnes vont ressentir une culpabilité et vont s'en vouloir. Donc elles vont tomber dans un cercle vicieux et pour pouvoir parfois même les culpabiliser, elles vont retomber dans la crise. Hein, c'est un petit peu comme pour l'alcool où la personne, pour combler ses tensions internes, va consommer de l'alcool, après va culpabiliser et pour enlever sa culpabilité, va en reconsommer. Là, c'est un petit peu pareil. Elle mange jusqu'à ressentir un inconfort, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle ne s'arrête plus, mais jusqu'au point d'être malade, c'est-à-dire qu'elle se rend réellement malade. C'est pas, bon, ben voilà, j'ai trop mangé, mais ça suffit, jusqu'à ressentir un inconfort, à ne plus vraiment en pouvoir. En gros, elles sont gavées, hein, comme on va gaver une noix, elles ne peuvent plus s'arrêter. Et ce qui va se passer, c'est que du côté, en fait, neurobiologie, il va y avoir donc activation des régions neuronales associées à l'idéation de la récompense, en réponse à des stimuli alimentaires. C'est-à-dire qu'elles vont avoir, ces personnes, une hyper-réactivité aux stimuli alimentaires. Stimuli alimentaires, imaginez, on vous montre des photos. Si je vous montre des photos neutres, il y a des photos qui vont vous faire plaisir, d'autres photos qui ne vont pas vous faire plaisir, votre système de récompense, dopamine, le cerveau. Si on vous montre des stimuli alimentaires, votre système évidemment de dopaminergie va s'allumer, et ce qui va se passer, c'est que chez ces personnes atteintes d'hyperphagie boulimique, ce système va être suractivé par rapport aux autres. C'est-à-dire que si on vous fait passer une IRM fonctionnelle, donc vous savez tout ce qui est une IRM, on vous met dans un appareil et on vous fait l'image de votre cerveau pour avoir normalement des planches anatomiques et voir si vous n'avez pas de soucis. Dans le fonctionnel, c'est plus l'anatomie, c'est qu'on vous fait faire une tâche à l'intérieur et on regarde les zones qui s'activent. Et ensuite, par soustraction, si vous voulez, on regarde si elles sont plus ou moins activées. Ça permet donc du coup d'avoir une idée de ce qui peut se passer d'activation. C'est comme ça qu'on a découvert que lorsqu'on a fait certains types de mémoire, certaines tâches de mémoire, c'est telle zone qui est impliquée dans la mémoire parce qu'on a vu qu'il y avait une activation. Là, c'est pareil. On présente vous êtes dans votre IRM, on vous présente des photos et on regarde les zones qui vont s'activer. Ils ont remarqué quoi entre les personnes qui sont atteintes d'hyperphagie boulimique ou les personnes qui n'étaient pas atteintes de ce trouble? Que les zones impliquées dans le système de récompense étaient suractivées lorsqu'on leur présentait des stimuli alimentaires. C'est-à-dire qu'elles étaient suractivées, donc il y avait plus de plaisir à regarder ces stimuli, pour certainement les consommer du coup, qu'une personne dite lambda sans ce type de trouble. Au niveau de l'obésité, ce que je vous disais, parce qu'en fait finalement ce qu'il faut savoir, parce que sinon c'est trop simple, c'est pas parce qu'une personne est addict à la nourriture qu'elle va avoir un comportement d'hyperphagie boulimique, et c'est pas parce qu'une personne est hyperphagique boulimique qu'elle va être addict à la nourriture. C'est pareil pour l'obésité.
on a remarqué qu'il y avait effectivement une corrélation. Pourquoi? Parce que les personnes obèses ont tendance à se suralimenter et à consommer donc des aliments palatables. Mais évidemment, c'est une maladie multifactorielle, donc ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On ne peut pas expliquer l'obésité que par ce seul aspect-là. Hein. On est bien d'accord. C'est juste que, effectivement, chez ces personnes-là, on remarque une suralimentation. Ce qui va se passer chez les personnes obèses, ce qui a été découvert, c'est qu'il y a une altération en fait du système de récompense. Et comme chez les personnes qui consomment des substances, c'est-à-dire qu'en fait le système de récompense est adapté et la dopamine est moins prise en charge. Il va y avoir quoi? Au niveau des neurones, au niveau des... si vous avez un neurone, je dessine très mal, hein, mais bon, voilà ici, ça c'est un neurone présynaptique. Voilà, présynaptique, enfin comme ça. Et là, vous avez votre neurone postsynaptique. Votre dopamine, quand elle est libérée, elle va venir se fixer sur des récepteurs ici. Et ensuite, le message nerveux va continuer à être transmis. Ce qui va se passer, c'est qu'au niveau des patients qui consomment, au niveau des patients obèses, c'est ce qu'on va voir, mais aussi au niveau des personnes qui consomment donc, les substances et qui sont addictes aux substances, c'est qu'il va y avoir moins de récepteurs. Donc, si vous voulez, moins de dopamine qui va se fixer, donc qui fera notamment moins d'action. C'est une des choses qui explique le fait qu'il y ait une diminution, si vous voulez, de la prise en charge de la dopamine et donc du plaisir et qu'on augmente les doses, d'où le phénomène de tolérance. Ce qui va se passer, c'est ce qui se passe pour les addictions aux substances. Moins de récepteurs, notamment. Donc, si vous voulez, on consomme plus pour pouvoir, si vous voulez, avoir le même plaisir. Là, chez les personnes obèses, on va avoir moins de récepteurs des deux. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que c'est une adaptation à la suralimentation et à la consommation massive d'aliments palatables, et donc à cette addiction alimentaire, où le système nerveux, comme aux substances, s'est adapté et il y a une diminution des récepteurs des deux, ou est-ce que ce sont des anomalies qui existent déjà chez ces personnes-là, et qui, du fait d'avoir moins de récepteurs des deux sont des récepteurs à la dopamine, hein, parce qu'il y a plusieurs types de récepteurs, dont les D2, il y a les D1 et les D2, dont les D2, on appelle D2, type 1, type 2. Si vous voulez, est-ce que c'est pas tout simplement parce que les récepteurs des deux sont directement diminués chez ce type de personnes, qu'elles sont vulnérables, et que du coup, par rapport à quelqu'un qui aurait besoin d'un seul morceau de chocolat, par exemple, pour éprouver certains types de plaisir, on en a besoin de plus parce qu'elles ont déjà à la base moins de récepteurs. Ça, pour l'instant, on ne le sait pas encore. Ce qu'on sait en revanche, c'est qu'effectivement, donc on ne sait pas si c'est le cause ou l'effet de la maladie. Ça, c'est à découvrir. Et pour l'instant, je pense qu'ils ne sont pas prêts de découvrir parce qu'effectivement, c'est pas évident à mettre en place, notamment en clinique, hein, chez l'humain, hein, puisque bon, quand dans les services hospitaliers, ils prennent des patients qui sont déjà obèses, donc ils ne peuvent pas voir qu'est-ce qui pourrait être à la base. Il y a une relation inverse entre l'IMC et le nombre de récepteurs. L'IMC, c'est votre indice de masse corporelle, et si vous voulez, vous avez donc une norme, au-delà de laquelle, ensuite, c'est l'obésité, et en tout laquelle, c'est l'anorexie. Ce qui va se passer, c'est qu'il y a une relation inverse, c'est-à-dire que plus l'IMC sera important, donc plus la personne en gros sera obèse, plus, si vous voulez, et même obésité morbide grave, moins il y aura de récepteurs des deux. Donc vous voyez, il y a vraiment ce type de relation-là. Et ensuite, ce qu'ils ont aussi montré, c'est qu'il y avait donc ce système de récompense de femmes obèses hyper réactives, c'est-à-dire qu'ils ont comparé des femmes obèses par rapport à des femmes non obèses, et ils leur ont montré des aliments hypercaloriques par rapport à des aliments peu caloriques. Et qu'est-ce qu'ils ont montré, donc toujours en imagerie fonctionnelle, c'est que le système de récompense des femmes obèses était suractivé lorsqu'il y avait présentation, si vous voulez, d'aliments caloriques. C'est-à-dire deux types de population, femmes obèses, femmes non obèses, femmes de poids normal, on présente des aliments peu et très caloriques, et on regarde comment est-ce que le système de récompense s'active. Et à ce moment-là, ils ont découvert quoi? Que chez les personnes obèses, le système de récompense de ces femmes-là, lors de la présentation d'aliments caloriques, était très activé par rapport à celle d'un poids normal. Donc là, c'était, vous allez dire, pour le petit clin d'œil aux consommateurs de burgers. C'est dans une étude où j'ai trouvé, effectivement, ils ont regardé le taux d'augmentation d'obésité en France par rapport au nombre de McDonald's qui s'est ouvert. Ça, c'était voilà, le petit clin d'œil qui montre qu'effectivement, il y aurait un lien quand même avec ce type d'alimentation industrielle. Et ce qu'il faut savoir effectivement aussi, je ne vais pas présenter, c'est qu'effectivement, dans les addictions à l'alimentation, l'addiction alimentaire, on ne peut pas oublier effectivement l'anorexie. Mais évidemment, l'anorexie, c'est particulier puisque c'est plutôt en fait une addiction à un type de comportement.
Et c'est pas forcément, c'est une addiction, si vous voulez, c'est pas qu'elles n'ont pas envie de manger, elles ont toujours envie de manger au niveau, au niveau des hormones, c'est pas de problème au niveau de la ghreline, mais elles ont aussi, c'est une addiction au plaisir d'être mince, de rester mince, et au plaisir, si vous voulez, de maigrir. Et ce que je vous disais aussi en préambule, c'est qu'effectivement, pour soigner certains types d'obésité, on avait donné effectivement de la naltrexone, donc vos endorphines naturelles ne peuvent plus se fixer, ce plaisir qu'on peut prendre dans cette consommation de sucre ne peut plus se fixer. Et effectivement, on a remarqué que les personnes diminuaient leur consommation d'aliments palatables, ce qui se traduisait par une réduction du part de poids. Et ça, c'est vu chez les personnes de poids normal et chez les personnes obèses. Donc voilà, et c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc maintenant, je suis là pour répondre à vos questions. Je vous remercie. Là, c'était la bibliographie au cas où, voilà, qui n'est pas exhaustive, hein, malheureusement, il n'est pas cette place. Et je vous remercie pour votre attention. Oui, vas-y. Donc finalement, si on veut stopper une addiction, on devrait travailler sur les récepteurs, c'est ça? On pourrait effectivement travailler, au niveau en tout cas neurobiologique, travailler effectivement sur les récepteurs, en fait, mais ça c'est tous les traitements pharmacologiques justement qui sont en train d'être mis en place ou mis en place. Après, effectivement, je ne sais pas si on peut réellement travailler sur le récepteur en lui-même et changer quelque chose au niveau du récepteur, mais on peut effectivement bloquer par exemple les récepteurs opioïdes pour éviter la prise de médicaments. C'est ce qui se passe hein, d'ailleurs dans certains types de médicaments, c'est ce qu'on fait. Hein. C'est même pour d'autres types de pathologies, je prends la dépression, c'est un petit peu ce qu'on peut faire aussi avec les antidépresseurs. Et d'ailleurs, il fut un temps où ce n'est plus donné parce que justement, il y a eu des effets secondaires, mais notamment la sérotonine, qui est votre hormone aussi de l'humeur, qui est impliquée. Et plus le taux de sérotonine est haut, plus, si vous voulez, ça diminue le craving, l'appétence, l'envie de manger. Donc il fut un temps où on avait donné finalement des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Donc si vous voulez, de manière plus triviale, du Prozac, sauf que ce n'est pas forcément des problèmes, dans tous les cas, c'est une type d'antidépresseur, pour diminuer la prise alimentaire et justement pour jouer sur ça. Voilà, donc c'est vraiment au niveau pharmacologique. Sauf que là, ils l'ont arrêté parce que les conséquences étaient assez dramatiques. Oui, Nathalie. Ça veut dire l'addiction c'est encore plus contre nature, je ne sais pas si ce que je dis est juridiquement ou biologiquement valable ou légitime, mais c'est encore plus contre nature que de laisser l'addiction elle-même. Enfin, je pense au scandale du Mediator qui avait été prescrit pour permettre à des femmes justement de réguler, voire de limiter leur alimentation. C'est par rapport à cette manière sur le Prozac ça a développé. Est-ce qu'une femme obèse ou une femme un homme obèse n'a pas plus de possibilité de pouvoir de vivre toute sa vie un petit peu tranquille si c'est régulé, c'est à un niveau excessif, plutôt que de prendre de façon biologique des produits tels que le Mediator qui développe la pathologie. Alors, ce qui se passe surtout, c'est que déjà, ça dépend quel type d'addiction. L'obésité, le problème, c'est qu'il faut que ce soit soigné parce que c'est une maladie. Donc ça, on est obligé de la soigner, j'allais dire, parfois par des médicaments. Il y a des médicaments qui existent. Donc, je ne connais pas tous les traitements, mais il y a des médicaments qui existent. Là, ce dont je parle, effectivement, le Mediator a été un scandale. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le Mediator était une molécule qui était en fait donnée pour les personnes qui avaient un taux important de cholestérol. Sauf que c'était une molécule amphétamine-like et que les amphétamines, on sait que c'est anorexigène. C'est-à-dire qu'il y a eu des patientes à qui on a donné des amphétamines pour maigrir. C'est parfois donné dans certains types, c'est peut-être encore donné, il y a quelques années, c'était donné dans certains types d'hôpitaux, justement pour des cas extrêmes d'obésité, pour réduire le poids, on donne d'amphétamines sous contrôle. Mais ce n'est plus prescrit comme ça par votre médecin et vous allez à la pharmacie. Le Mediator, c'était ça. Le problème, c'est que ce qui se passe, c'est qu'un amphétamine a une action, je veux dire, significative, et évidemment des effets secondaires. Les problèmes des effets secondaires, c'est tous les troubles cardiovasculaires. Donc, les personnes qui en ont consommé de manière excessive alors qu'elles n'auraient pas dû en consommer, évidemment, ça crée des troubles. Et effectivement, ce qu'il faut faire, c'est effectivement soigner, voir quel est le bénéfice-risque, toujours le bénéfice-risque du patient. Est-ce que parfois il y a des médicaments dangereux qui peuvent être donnés, mais le bénéfice est tel qu'il vaut mieux le donner. C'est pas tant pour soigner l'addiction, mais plutôt pour la pathologie en elle-même, parce que sinon le patient est en situation pratiquement morbide et de mourir, donc il faut quand même, le but d'un médecin, de sauver la vie du patient. Maintenant, effectivement, une personne qui n'a pas besoin, il y a d'autres types de solutions qui existent. D'abord, on peut faire aussi des thérapies pour expliquer
Enfin, ça dépend où ils en sont. Il y a aussi maintenant qui existe la chirurgie bariatrique. Et c'est quand même, alors même si c'est parfois décrié sous un type de chirurgie, il y a quand même de très bons résultats parce qu'en faisant de la chirurgie bariatrique, ils arrivent à changer, si vous voulez, ce qui se passe au niveau hormonal, parce que du coup, soit ils coupent un morceau, c'est-à-dire soit ils font une dérivation de l'intestin grêle. Donc au niveau de tout ce qui est hormones et mécanorécepteurs et implication du système digestif, il a parlé au système nerveux, ça va changer quelque chose. Et généralement, c'est des personnes, quand ils font après, ils leur présentent par exemple des aliments très caloriques et des aliments peu caloriques, c'est des personnes qui, issues d'une chirurgie bariatrique, vont avoir une préférence pour les aliments peu caloriques, par exemple. Ils ne vont plus être frustrés de ne pas manger de rien parce qu'il y aura eu des changements typiquement hormonaux dus notamment dû à l'opération. À savoir qu'il y a des risques aussi au niveau de l'opération. Donc après, ça dépend vraiment. Et après, effectivement, au niveau des médicaments, il faut vraiment faire attention de savoir où on est et pas que ce soit donné comme ça ou que la personne toujours, j'allais dire, tranquillement, je sais pas, j'allais dire, se passe commande des médicaments sur Internet pour pouvoir s'émigrer parce qu'il y a un réel danger. Et il y a quelques années, c'était aussi l'isoméride qui était donné en France et qui n'est plus donné depuis des années en raison des problèmes cardiovasculaires et de mort qui a pu s'en suivre. Mais effectivement, c'était... ça avait été un médicament qui avait été donné pendant des années à des femmes, justement pour perdre du poids. Et à noter aussi, comme on parlait d'amphétamine, ça a été testé, mais ça n'a jamais été développé ni commercialisé, mais l'ecstasy, l'amphétamine, avait été testée sur certaines femmes volontaires, justement, alors pas en France, il y a des années, mais en tous les cas pas en France, pour justement, pour les effets anorexigènes, pour essayer de faire perdre du poids. Mais en raison des effets secondaires qu'elles ont rapportés, ça n'a jamais été commercialisé en Angleterre. Une question ? Oui. Vous dites qu'il faut manger quand on a faim. Oui. Et si on a faim plusieurs fois par jour, si on ressent une faim plusieurs fois par jour, est-ce que c'est forcément le corps en a besoin ou c'est une faim aussi Alors là, c'est plus dur, Mélissa, peut-être qu'elle tu vas pouvoir répondre plus que moi, mais c'est vrai que voilà, c'est vrai, enfin, vous allez vous écouter, ça dépend. La faim, il y a quand même des sensations, généralement on a un peu la tête qui tourne, on n'est pas bien, enfin, on a vraiment une sensation de faim. Après, ça dépend de comment vous mangez. Il y a des personnes qui mangent très, il y a des personnes qui vont manger très peu, notamment par exemple les personnes qui sont atteintes de migraines constitutionnelles, n'ont pas de problème comme chez les anorexiques, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème ni hormonal ni rien, sauf qu'elles prennent des petits repas et elles sont obligées d'en consommer plusieurs fois par jour. Donc après, ça dépend aussi de votre type de consommation, quel type d'aliment, enfin pour moi c'est ça, et est-ce que vous jetez vraiment sur la nourriture ou quoi, ou est-ce que vous avez vraiment cette sensation de faim, et quand on a une réelle sensation de faim, qu'on a réellement faim, je veux dire, on sent quand même, on sent qu'il faut manger sinon on n'est pas bien. Donc c'est pas là. Après, c'est dur parfois de distinguer entre l'envie de manger et la sensation de faim réelle. Je pense que, je ne sais pas s'il y a des moyens de savoir soi-même, mais je pense que, je ne sais pas s'il y a des moyens bruts de le savoir. Après, normalement, la faim, c'est assez désagréable. Et en fait, c'est exprès que ça soit désagréable pour dire au corps qu'il faut apporter de l'énergie. Et après, c'est normal d'avoir faim plusieurs fois par jour parce que le corps, il consomme de l'énergie tout au long de la journée et même dans la soirée, même dans la nuit quand on dort. Donc c'est normal d'avoir faim plusieurs fois par jour. Après, chacun a ses propres signaux, soit c'est des gargouillements, soit c'est une sensation de vide. Il y a des personnes qui ressentent des crampes quand ils ont faim. Après, c'est aux gens de vraiment savoir si c'est de la faim ou de l'envie, comme c'est disait, voilà. Merci à tous.